Tout s'accélère au fur et à mesure que la pression monte à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Je vous donne le menu de ce numéro de l'Intelligent Club PDCI RDA. Cham candidat unique à la convention élective. Quels enjeux? Retrait du PPACI et du PDCI de la commission électorale indépendante. Quel mode opératoire et quelle incidence sur le processus électoral? Et en troisième position, congrès du RHDP des 17 et 18 mai prochains, l'alternative à Ouattara à l'ordre du jour. Merci de vous installer pour suivre les analyses de nos chroniqueurs sur ce plateau, Soro Djabiga et Jean-Richard Nguesson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On marque une légère pause et on revient dans quelques instants. Jean-Richard Nguesson, les dossiers de candidature pour l'élection à la candidature pour la présidentielle au PDC RDA se sont bouclés hier, jeudi 10 avril à 18 h. Et une seule personnalité donc a fait acte de candidature. Il s'agit sans surprise du président du parti, Tidjane Cham. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, sachant que c'est vrai que tout le monde s'y attendait? Mais tout de même, c'est quand même une surprise. D'autant plus que Jean-Luc Billon, qui manifestait depuis plusieurs mois le désir de candidater, de compétir contre Cham dans les urnes, face aux militants, ne s'est finalement pas présenté. Pas une grande surprise pour ma part. Vous savez, depuis le 22 décembre 2023, Cham a été porté à la tête du PDCI RDA avec plus de 96,48% des voix. Et depuis qu'il a succédé à Kobli Boni, l'homme ne cesse d'apporter de sa fougue, de sa présence, de son aura au sein du PDCI RDA. On l'a vu lors du dernier bureau politique. Il a été salué, plébiscité par la plupart des 600 congressistes. Cela dit, tout porte à croire et que Cham sera forcément le prochain champion du PDCI RDA aux élections présidentielles. C'est quelqu'un qui a du charme, c'est quelqu'un qui a un excellent parcours, il a de l'expérience, il a apporté de la renaissance et du renouveau du côté du PDCI RDA. Et vous convenez avec moi que la plupart des cadres, que ce soit les cadres, que ce soit la base, porte aujourd'hui Cham à la tête du PDCI RDA. Donc c'est sans surprise pour ma part qu'il est l'unique candidat pour la prochaine convention. Soro Djabiga, c'est vrai qu'on en parle sur ce plateau depuis plusieurs jours de cette fameuse convention. Depuis 2023, elle faisait jaser dans les milieux militants du PDCI, même au-delà. On se demandait si on aurait assisté à un duel Cham-Billon pour jauger de la popularité de ces deux personnalités au niveau du parti. Finalement, à l'arrivée, il n'y a que Cham qui pointe du nez pour défendre les couleurs du parti en octobre prochain. D'abord, il faut noter que la candidature unique de Tidjane Cham à la convention, elle traduit la volonté de présenter aujourd'hui un PDCI qui a un aspect qui converge de façon unique et de façon solidaire vers unitaire et de façon solidaire vers un objectif commun. Après plusieurs années d'hésitation, après plusieurs années de tumulte et de conflits internes de leadership, aujourd'hui Tidjane Cham incarne le renouveau au niveau du PDCI. De par sa statue, de par son ancrage à l'international et de par ses réseaux au niveau des grandes firmes, des grandes institutions financières, Tidjane Cham aujourd'hui apporte un nouveau souffle au niveau du PDCI. Et je pense qu'à l'unanimité, tous les cadres, et sinon la grande majorité des cadres du bureau politique ont compris que voilà l'homme qui pourra aujourd'hui conduire la destinée du parti et qui pourra à coup sûr leur permettre de revenir au pouvoir après plus de 23 années passées dans l'opposition. Je le disais il y a quelques jours de cela ici que Jean-Luc Billon gagnerait à continuer d'entretenir ce mythe-là et ce mystère autour de son profil. Et je pense qu'il est dans cette logique-là. Jean-Luc Billon ne voudra pas affronter Tidjane Cham de peur qu'on découvre son véritable poids au sein du PDCI et face à Tidjane Cham. Et ça, c'est un enjeu qui compte beaucoup pour lui. Aujourd'hui, il a un poids quand il parle, il a un poids, sa parole compte, parce qu'on ne maîtrise pas véritablement son poids politique. Et je pense qu'il va continuer d'entretenir cela. Jean-Richard, est-ce que
Billon, qui, c'est vrai que selon Soro, cela peut participer donc de sa stratégie politique pour éviter de laisser découvrir en griffe son impopularité au niveau des bases militantes du parti, mais est-ce en même temps une manière pour lui de dénier à Tcham la légitimité de la gouvernance à la tête du parti? Vous savez, le candidat Billon est dans une position et il ne sort pas de cette position. Depuis plusieurs mois, il dénonce certaines irrégularités au niveau du PDCI, il dénonce certaines situations, il dénonce même, vous l'avez dit, la légitimité par moment du président Tcham. Donc pour lui, il faut rester dans cette posture, surtout qu'il a traité de repéros certains vice-présidents, certains membres très proche du cercle de Tidjane Thiam. Je pense que j'aurais bien aimé qu'il participe à cette convention. On aurait pu, comme Soro le dit, juger de sa capacité, lui qui est un enfant des élections, qui a participé à plusieurs joutes électorales, qui connaît les élections, qui est un homme de combat, qui est un homme de terrain. On aurait bien aimé le voir au sein du PDCI, présent à cette convention pour apporter son point de vue, pour montrer véritablement qu'il a un soutien, puisqu'il parle d'un certain nombre de soutiens au niveau du PDCI RDA. C'est vrai que depuis lors, on n'a pas de visibilité, de clarté quant à ces différents soutiens-là, puis qu'on observe une dynamique au niveau du soutien qui se présente face au président Tcham. On aurait bien aimé voir ce qu'il vaut réellement au PDCI RDA, mais il est dans une posture de dénonciation. On se rappelle qu'il avait dénoncé à travers une vidéo le bureau politique, l'absence du président Tcham. Est-ce qu'il va dénoncer cette convention? Est-ce qu'il va dénoncer cette candidature unique? On attend véritablement de voir, mais on aurait bien aimé, tel que l'intitulé se présente Parti démocratique, on aurait bien aimé voir une démocratie interne au niveau du PDCI, mais fort malheureusement, Monsieur Billon a décidé de ne pas y aller. C'est fort dommage pour la démocratie interne, mais je pense que c'est une belle victoire aussi pour le président Tcham, qui se positionne de plus en plus comme celui qui est contestable donc à la tête du PDCI RDA. Alors, Soro Djabiga, Tidjane Jean-Luc Billon, qui refuse de faire acte de candidature, qui reste en retrait, est-ce qu'il est quelque part en adéquation? Vous allez donner vos impressions avec les procédures judiciaires qui sont actuellement intentées contre le parti. Mais ce n'est pas lui qui a intenté ces procédures contre le parti. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il est pour cette ligne-là? Parce que du coup, il peut espérer aussi quelque part que la justice se penche en faveur des plaignants et que sur le coup, tout le système bâti par Tcham soit invalidé. Ce procès qu'on essaie d'intenter à Tidjane Thiam et au PDCI est déjà biaisé à la base parce que Dame Valérie Yapo aujourd'hui, qui convoque son parti devant les instances judiciaires, avait voulu participer au bureau politique. C'était l'un des premiers objectifs de l'assignation en justice, c'est parce qu'elle voulait participer au bureau politique. Quand tu veux participer au bureau politique, c'est parce que tu reconnais la légitimité et la légalité des instances du parti. Alors aujourd'hui, quand tu viens lui nier tout cela, ça devient un peu comme de la fantaisie, comme des caprices. Donc je pense que Jean-Luc Billon ne voit pas les choses sous cet angle-là, mais il entretient plutôt une stratégie politique pour pouvoir continuer de nourrir ses ambitions politiques et d'engranger le maximum d'éléments en sa faveur. Et moi, je pense que cette candidature unique de Tidjane Thiam à la Convention a un autre enjeu. Ça permet d'éliminer les candidatures confligènes et entraîner encore d'autres batailles d'ego internes qui pourraient fragiliser ce parti-là, qui est déjà atteint par cette vague aujourd'hui, cette saignée de cadres qui mène aujourd'hui vers d'autres formations politiques. Donc je pense que la candidature unique de Tidjane Thiam a tué toutes les velléités et aujourd'hui on n'aura plus de congrès confligène. Les candidats, les membres du bureau politique vont parler d'une même voix, on n'aura pas d'autres voix dissonantes. Jean-Richard, dites-moi, Thiam qui se présente aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous constaté le caractère hâtif de la fixation de la date de la convention. Tout d'abord, bureau politique le week-end dernier. Quelques jours plus tard à peine, on apprend que la convention est fixée pour le 16 avril. Beaucoup en parlent. Je pense que même le porte-parole du parti, Bredoumi Soumaïla, revenait là-dessus encore dans un entretien sur PDCI TV tout récemment. Alors, est-ce que là, le pouvoir est devant le fait accompli?
la justice qui pourrait prendre une décision qui va à l'encontre des intérêts de la volonté exprimée des militants du PDCI. Mencham, candidat désigné, choisi officiellement par toute la base militante du parti, puisqu'il ne se fait maintenant plus aucun mystère que c'est lui qui va porter les couleurs du parti en octobre prochain. Finalement, le pouvoir est devant le fait accompli. Il faudra faire des concessions. Ah oui, je pense. Vous savez, depuis qu'il a été élu à la tête du PDCI RDA, les déboires se sont succédés. Vous savez, aujourd'hui, on sait plus ou moins les déboires judiciaires du président Cham, on connaît les difficultés, on sait plus ou moins les contestations. Sora a parlé de la transhumance de certaines personnalités du PDCI RDA. Et le PDCI entrevoyait cette convention-là après le choix du candidat du RHDP. Mais au regard de tous ces déboires, au regard de toutes ces difficultés, au regard de ces attaques, le PDCI a décidé, pour ma part, de changer sa stratégie et de rester dans une posture, dans une dynamique où le candidat est déjà connu et fait face aux différentes attaques qui vont se profiler à l'horizon. Et je pense que au regard de toutes ces attaques contre le président Cham, toutes ces procédures judiciaires, on s'est dit qu'on est un candidat, c'est notre candidat, il est incontesté, il est incontestable. Et face à ce candidat-là, même en dépit des procédures judiciaires qu'il pourrait avoir, forcément, le pouvoir serait dans l'obligation de faire certaines concessions forcément. Seront peut-être une manière de peser sur le front diplomatique également? Oui, ça se voit déjà avec les différents voyages qu'il observe un peu partout, les rencontres que le président Tidjane Thiam a avec les différentes instances internationales et ses parutions aussi sur les grands médias, sur les grandes chaînes internationales. Il y a aussi le timing que vous avez évoqué tout à l'heure, je le disais hier, en politique, celui qui impose son calendrier a une avancée psychologique sur tout le monde. Tidjane Thiam aujourd'hui s'est imposé, il a insufflé une nouvelle dynamique au sein du PDCI, il a montré sa suprématie et il gère jusque-là, il maîtrise les manettes. Malheureusement, il est quelque peu dérangé quand même par ce qui se passe aujourd'hui au plan interne et au niveau de la justice aussi, parce que ça a perturbé un peu le fonctionnement du parti, notamment au niveau du contentieux. Le PDCI n'a pas véritablement fait cas de beaucoup de recours tels que ça a été annoncé avant la période du contentieux. Tidjane Thiam avait un meeting à Korogo qui a été aussi annulé à cause du problème avec Dame Valérie Yapo. Je pense que tout ça fait partie aussi de la stratégie de ces détracteurs, des autres partis politiques qui sont opposés au PDCI, qui non seulement créent des conditions pour une saignée interne au sein du parti et encore essaie de le trimballer tout le temps à la justice. Finalement, ça distrait le parti. Contrairement à ce qui se passe avec le PPACI est tout le temps entre la justice et sa chapelle politique en train de gérer des problèmes. Mais le PPACI, ça n'empêche pas le PPACI de travailler. Le PPACI a fait un bon résultat au niveau du contentieux électoral. Le PPACI continue de faire des analyses, de critiquer tout ça. Je pense qu'à ce niveau-là, le PDCI doit pouvoir s'inspirer sur le cas du PPACI. Peut-être que c'est aussi un manque d'expérience parce que le président est encore nouveau, mais je pense que ça va venir. Mais c'est justement ce que je voudrais souligner assez rapidement, toute cette situation-là doit permettre aussi au président Cham de montrer sa capacité à parler à tout le monde, aux mécontents, à ceux qui sont fâchés. On attend véritablement de voir un nombre de consensus également au sein du parti. C'est vrai qu'il y a des voix discordantes, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont véritablement pas en joie vis-à-vis de sa posture actuelle, mais il faut qu'il démontre aussi que c'est cette personnalité-là aussi qui a cette possibilité-là, même de parler à Bion, de parler à Valérie Yapo, de parler à ceux qui sont mécontents et surtout de faire converger les divergences de points de vue afin que le parti soit fort. Mais pour l'heure, pour ce qui nous est donné de voir, le départ de ESSO au niveau du RHDP, quelques départs du deuxième adjoint au maire du Port-Boué, de quelques responsables du PDCI, ça fait quand même un peu de désordre et ça montre aussi qu'il manque d'expérience, non seulement d'expérience dans la gestion au quotidien de son parti. Est-ce que, face à tout ce qui se passe au sein du parti, il a les coups de franche, il a cette carrure-là de diriger véritablement la Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Vous n'avez pas cette capacité-là de régler les conflits en interne. Est-ce que vous aurez la capacité de diriger la Côte d'Ivoire? Alors justement, sur la question, Laurent Monti, politologue très avisé, qui a déjà intervenu dans le cadre de cette émission, nous donne son avis depuis le Canada. On va l'écouter. Bonjour Raymond et bonjour à tous les analystes sur le plateau ainsi qu'à tous les téléspectateurs.
En réalité, je ne prendrai pas la question sur cet angle-là parce que je suis perplexe. Je suis perplexe parce que nous connaissons la personnalité, le parcours de Tidiane Thiam. Sa personnalité, c'est quelqu'un de méticuleux, d'organisé. On ne peut pas avoir dirigé tout ce qu'il a dirigé à l'international sans avoir ce côté méticuleux. Donc, c'est pour ça que je suis perplexe parce que on ne peut pas prétendre à être président de la Côte d'Ivoire et puis ne pas avoir regardé ce côté précis de la nationalité, alors même que certains de nos dirigeants, je suppose que Thiam également, sont entourés d'une armée de conseillers politiques, juridiques, stratégiques. Ils auraient dû regarder tous les aspects liés à son dossier de candidature et pour ne même pas être attaquable sur des questions de nationalité, de certificat de nationalité, de double nationalité. C'est même pas un débat qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui à 7 mois de l'élection parce que ça aurait déjà été dû être réglé en amont. Et je suis perplexe aussi parce que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. On a vu, par exemple, il y a quelques années, Trump qui avait attaqué Barack Obama sur son acte de naissance en essayant de remettre en doute un petit peu sa nationalité pleine américaine et donc son droit à être président des États-Unis. Donc ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est le jeu politique, c'est l'arène politique, c'est la bataille politique qui est ainsi faite. Donc les coups vont venir de partout et dès qu'on va trouver la moindre faille, on va s'y engouffrer, bien évidemment. Donc moi, je ne jetterai pas la balle contre ceux qui attaquent, moi je jetterai la balle plutôt contre ceux qui sont attaqués parce qu'ils doivent pouvoir anticiper. On ne parle pas d'une élection législative, on ne parle pas d'une élection municipale, on parle d'une élection présidentielle. Et lorsque vous voulez diriger un pays, il y a des choses qui doivent être élaguées en amont. Et donc c'est pour ça que je suis perplexe. Donc je ne dirais pas que c'est un coup de pression de la part du pouvoir, mais en tous les cas, c'est le jeu politique et chacun va attaquer son adversaire là où il trouvera une faille et là où il trouvera des faiblesses. Et j'espère en tous les cas que Tidiane Thiam pourra rebondir parce que il est bon pour la démocratie ivoirienne et surtout pour cette élection, qu'elle soit le plus inclusive possible. Et on rappelle d'ailleurs qu'on a quand même des ténors de la vie politique ivoirienne qui sont pour l'instant exclus. On peut parler de Laurent Gbagbo, on peut parler de Charles Blé Goudé. Donc si Thiam aussi se trouve exclu, hein, effectivement, on pourrait se poser des questions sur l'inclusivité de cette élection. Mais encore une fois, il ne faudrait pas prêter le flanc. Soro Djabiga, le PDCI a été imprudent. Comme le pense Laurent Monti, il estime qu'ils auraient dû prendre des mesures bien en amont pour éviter ce genre d'engrenage. Non, le PDCI n'a pas été imprudent. Je pense que cette mesure qui a été prise par le PDCI est beaucoup stratégique aussi. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les épées, je pèse mes mots, toutes les épées de Damoclès qui pèsent sur la tête de Tidiane Thiam, le PDCI n'a d'autre choix que de se retirer et puis observer la situation et voir dans quelle mesure commencer à prendre des nouvelles décisions. Le certificat de nationalité de Tidiane Thiam a été quand même suspendu, sans compter ses assignations en justice. Et il y a trop de problèmes. Je pense que la décision est salutaire parce que le PDCI ne pourrait pas continuer. Le PDCI a fait combien d'années en train de critiquer? Ça fait 23 ans que le PDCI est dans l'opposition. 25 ans. Et le PDCI a divorcé officiellement avec le RHP depuis 2017-2018. Et là, cette opposition a commencé véritablement maintenant depuis l'avènement de Tidiane Thiam à la tête du PDCI. Et depuis son avènement, le PDCI a commencé à dénoncer un certain nombre d'événements. Déjà, nous avons vécu la même situation en 2020 avec la CEI. En 2023, lors des élections partielles, on a vécu encore la même situation où la CEI était décriée. Et là, maintenant, la tension continue de monter. On suspend le certificat de nationalité d'un président de parti. Mais c'est grave. Un président qui est détenteur d'un passeport, jusqu'à présent, il a son passeport en main, il voyage avec. Il a une carte nationale d'identité, il est sur la liste électorale. Il y a un problème. Et la CEI porte aujourd'hui, la CEI a un passif qui est vraiment très grave avec les Ivoiriens. Et le PDCI a dénoncé le problème de crédibilité de la CEI, tout comme les autres partis de l'opposition. C'est vrai que là, on ne parle pas de la CEI, on parle plutôt de l'appareil judiciaire. Jean-Richard? Moi, je souhaiterais saluer la justesse de l'observation de Laurent Monti, parce que diriger, gouverner, c'est entrevoir, c'est prévoir c'est anticiper. Et je pense que le président Thiam et le PDCI RDA dans son ensemble ont manqué d'anticipation. Ils ont manqué d'anticipation parce qu'on le sait, depuis le 22 décembre 2023, il est porté à la tête du PDCI RDA. Et je pense que tous ces problèmes auraient pu être réglés bien avant. On aurait pu nous donner l'économie de toutes les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui. Pourquoi attendre en 2025 à l'orée des élections présidentielles pour se défaire de cette nationalité française? Et il le disait si bien, on n'est pas à une élection législative, encore moins à une élection de quartier. On nous parle de l'élection présidentielle et qu'on parle de l'élection présidentielle, il faut s'attendre à recevoir des coups de l'adversaire et il a manqué de justesse. J'aimerais vous demander dans le même temps,
quelles conséquences ou à quelles conséquences peut-on s'attendre au cas où, de façon effective, la candidature de Thiam venait à être écartée? Le PDCI RDA est un grand parti et le PDCI RDA, pour ma part, regorge d'énormément de cadres qui ont apporté énormément à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Thiam aujourd'hui est le champion, il est celui qui incarne une certaine renaissance, un certain renouveau, eu égard à son expérience professionnelle, eu égard à son parcours, eu égard même à son aura, on sait plus ou moins à sa filiation. Mais je pense que le PDCI peut, pourquoi pas, à l'image du Sénégal, on l'a vu avec Sonko, il pourrait pourquoi pas trouver un autre champion qui peut être porté par le candidat Thiam, pourquoi pas. Soro, Thiam, candidat ou rien, où on se dit, mais puisque les déboires judiciaires pourraient handicaper le parti finalement, on se dit, mais pourquoi ne pas peut-être penser à un plan B? Je ne suis pas d'accord avec ce discours. Le PDCI a choisi son candidat, le PDCI a choisi son champion. Il faut lui permettre de bénéficier de sa liberté de militer, de sa liberté de parler. Le PDCI dit aujourd'hui que je veux que Tidjane Thiam soit mon candidat. Où est le problème? Si Tidjane Thiam pose problème aujourd'hui, s'il est une menace pour des leaders politiques qui veulent peut-être conquérir le pouvoir ou reconquérir le pouvoir d'État, là, il faut redéfinir d'autres stratégies, mais il ne faut pas leur retirer leurs droits. Ce n'est pas normal. Mais le dernier mot revient au juge constitutionnel. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. Cap sur le second sujet de notre émission, parlons donc du retrait annoncé ce jour même du PPACI dirigé par Laurent Gbagbo et du PDC RDA justement dirigé par Tidjane Thiam, de qui on parlait à l'instant, de la commission électorale indépendante. Alors quel est le mode opératoire tout d'abord pour se retirer de cette instance stratégique? Soro Djabiga, donnez-nous quelques instructions sur le sujet. D'abord, le PPACI a fait un travail scientifique. Avant de revenir sur le mode opératoire, il est d'une autorité publique que la CEI est critiquée, un peu tiraillée de partout au niveau des chapelles politiques de l'opposition. Mais au niveau des recours qui ont été prononcés dans le cadre du contentieux électoral, le PPACI, en vertu de l'article 7 du Code électoral, a relevé un certain nombre d'éléments. Parce que selon l'article 7, il y a jusqu'à 9 grands points qui permettent à un individu de figurer sur la liste électorale. Les points, je ne vais pas les énumérer ici, mais il y a la date de naissance, il y a le nom, le prénom, le nom des parents, la date de naissance des parents, en fait la filiation, il y a les empreintes et il y a pas mal d'éléments. Le PPACI est représenté par le docteur Issa Malik Koulibaly au niveau du Nord, qui est aussi superviseur général dans le cadre du contentieux, a tenu compte seulement que de la filiation des parents des différentes personnes sur la liste électorale. Avec ça, le PPACI a relevé 74 000 cas d'irrégularité. Mais c'est grave. Et je vous dis que c'est un travail scientifique qui a été fait. Si vous me le permettez, je peux vous montrer même des captures, des éléments que nous avons en main. Alors là, le parti, tout comme le PDCI, décide de suspendre sa participation au sein de la commission électorale. Au regard de ces irrégularités qui n'ont pas eu d'oreille attentive. De façon matérielle, cela se produit. C'est-à-dire que dès ces décisions, les représentants de ces différentes chapelles politiques ne prennent plus part aux réunions de la commission. Qu'est-ce qui se passe? À ce niveau, il y a une nuance. On le répète souvent, mais les gens ne comprennent pas. Les partis politiques ne sont pas représentés au niveau de la CEI centrale. Quand un parti politique désigne quelqu'un pour le représenter, ce dernier démissionne de son parti politique. Voilà. Ça a été le cas de Demba Traoré, qui a été désigné par le PPACI au niveau de la CEI centrale. Mais quand le problème s'est produit et que le PPACI a décidé de se retirer de la CEI, il a adressé un courrier au président Kubert dans lequel il annonçait sa démission. Donc, effectivement, la procédure dont vous parlez, non seulement le PPACI a adressé un courrier pour dire qu'il s'est retiré, mais c'est ce qu'on appelle en griffe, c'est les représentants qui ont été désignés, mais qui n'étaient plus militants du parti, ont également démissionné. Donc, demain, naturellement, il faut s'attendre aussi à des démissions de certains membres qui étaient proches du PDCI, qui étaient au sein de la commission centrale. Toute l'opposition se retire. Et là, évidemment, ce qu'on crée, c'est qu'on aboutisse à une sorte d'impasse. Le PPACI et le PDCI, certainement les deux plus grandes formations politiques d'opposition en Côte d'Ivoire, ne prennent plus part aux travaux de la CEI. Est-ce que l'on s'achemine irréversiblement vers un engrenage suicidaire pour notre démocratie? Vous savez, la CEI a toujours posé problème et puis le départ de ces personnalités pose également un problème. Vous savez,
Voilà ce qui est écrit avant de s'engager au niveau de la CEI. Celui qui est proposé par son parti politique dit, et je cite, « Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cession de mes fonctions. » C'est par ces mots-là qu'on fait allégeance. Non, j'ai ajouté un peu d'eau à son moulin. Il a dit, je m'engage avec indépendance. Vous voyez, comment comprendre que quelqu'un... Il n'y a pas d'indépendance. Justement, comment comprendre que quelqu'un qui est désigné par son parti politique va œuvrer au niveau de l'instance, mais avec indépendance? C'est pour dire que les partis politiques ne sont pas véritablement ou bien formellement représentés au sein de la commission centrale. Quoi qu'ils ont des appartenances, mais au sein de la CEI, les partis politiques n'ont pas vraiment de couleur. Et c'est après, comme dans le cas que nous vivons actuellement, où ces partis ont décidé de se retirer, que ces membres-là démissionnent pour peut-être témoigner leur loyauté à leur parti d'origine qui les avait désignés là. Mais c'est quand même déplorable, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que deux grandes formations politiques de l'opposition, telles que le PPAC et le PDC, décident de se retirer. Poursuivez. Moi, ce qui me fatigue véritablement, c'est aujourd'hui, au regard de ce que l'opposition nous dit, cette liste compterait 6,2 millions d'électeurs inscrits de manière irrégulière, selon l'article 5 et selon l'opposition. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a aucune réponse officielle de la CEI. Je pense que la CEI aurait pu dire quelque chose. Et puis cette liste, la liste provisoire en elle-même comprend environ 8,7 millions d'électeurs. Et lorsqu'on retire 8,2 millions d'électeurs, 6,2 millions d'électeurs, je me dis que c'est énorme. Et c'est avec cette même liste, avec ces mêmes irrégularités que l'opposition a eu des députés, des maires, des conseillers régionaux. Je me pose des questions. Ça veut dire qu'elle a une part de fiabilité tout de même. Tout de même, c'est vrai qu'on ne dénie pas à l'opposition ses observations. Les observations sont légitimes. Mais je dis qu'à 6 mois des élections, il faut aussi que de part et d'autre, on mette au-dessus l'intérêt supérieur de la nation. Il ne faut pas être que dans la critique. La CEI n'a pas pour adversaire les partis politiques. Je pense la CEI gagnerait à continuer à... Certains décrivent la position, disons la partialité, l'impartialité du président de l'institution qu'on juge un peu trop proche du pouvoir en place. Je pense que la CEI aurait pu répondre aux préoccupations de l'opposition. La CEI est restée muette. Elle estime qu'il y a moins de 10 000 recours qui ont été reçus, alors que l'opposition parle de plus de 6 millions. Elle parle de 11 000 et quelques oui, plus de 10 000, autour de 11 000. C'est infime par rapport à ce que l'opposition dit. Je pense que dans tous les cas, cette CEI pose problème à l'opposition, elle gagnerait à ouvrir le dialogue avec l'opposition pour qu'on puisse aller, comme j'aime à le dire, à des élections paisibles. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Inévitablement, est-ce qu'on s'achemine, dites-nous-le franchement, d'après votre analyse, vers un boycott? Oui, le boycott est déjà prononcé. Peut-être que... un schéma à la 2020 peut-être? Oui, et malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Donc, j'ose espérer que nos différents leaders politiques vont être inspirés par le Saint-Esprit afin de revenir sur la table des discussions. Ce n'est pas vraiment notre sujet, mais en 2020, on a frôlé une sorte de partition du pouvoir d'État, comme en 2010. C'est-à-dire qu'on a eu l'opposition qui manifeste donc des velléités de former un gouvernement de transition parallèle à celui qui est exercé par le chef de l'État, reconnu d'alors, donc jusqu'aujourd'hui, Alassane Ouattara. Finalement, cela n'a pas eu lieu. Tidjane Thiam a refusé de s'associer donc à l'initiative. En 2025, est-ce que nous allons tout droit vers une telle possibilité? Non, je pense que l'opposition a des cartes aujourd'hui pour pouvoir exercer une certaine pression quand même sur le pouvoir, et ces cartes-là vont lui permettre d'être écouté. Et en vertu le dialogue est toujours possible. Le dialogue est toujours possible, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Je voulais aussi rebondir sur des irrégularités de la CEI, mais comme le sujet est déjà passé, je pense qu'on va évoluer. J'avais préparé des éléments pour pouvoir prouver, puisque mon co-débatteur avait parlé de 11 000 cas de recours, qui est vraiment infime. Effectivement, c'est insignifiant. Mais les quelques cas qu'on a pu récolter quand même ont été rejetés. On prend dans le Denguélé,
dans la région des Savanes et dans la région du Tchologo. Je suis témoin, les chiffres sont là, nous avons fait un travail scientifique. Et au niveau de la région du Denguélé, 99% des recours ont été rejetés. Au niveau du Yoruba, 97,7% ont été rejetés. Et au niveau de la région du Poro, 99,5% ont été rejetés. Sur quelle base? Les recours n'étaient pas suffisamment convaincants? Tout était bien ficelé, puisque c'est la loi qui le dit. Il faut la filiation de tous les membres présents sur le fichier électoral. Mais il n'y a pas de filiation. C'est-à-dire qu'il y a une irrégularité. Quelqu'un ne peut pas être sur le fichier électoral et il n'y a pas sa date de naissance ou bien il n'y a pas le nom de ses parents. Donc c'est quelque chose qu'on devait regarder de près. Par exemple, à Mbengue, lorsque le représentant du PPACI a fini de faire son travail scientifique et qu'il voulait remettre ses recours au représentant local de la CEI, ce dernier a refusé de prendre. Il a fallu qu'on contacte son responsable pour lui dire de recevoir. Alors, quel est le problème? La CEI ne peut pas continuer à fonctionner comme ça alors qu'elle est financée avec l'argent du contribuable. C'est compliqué. Voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours des possibilités de dialogue. Vous savez, en 2015, le recensement, la liste électorale a été revue 3 mois avant les élections. C'était pareil en 2020. Donc, je me dis qu'en 2025, c'est encore possible. Et l'article 13 du Code électoral dit que quand la liste est altérée, il faut la reconstituer. Si l'opposition estime qu'il y a des points de discorde ou il y a des choses pas assez nettes sur cette liste, je pense que la CEI gagnerait aussi à écouter l'opposition pour qu'on puisse mettre balle à terre afin que cette CEI-là puisse continuer et pour des élections assez paisibles. Alors, c'est certainement donc notre dernier sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, mais c'est en même temps une grosse interrogation que tous les Ivoiriens se posent. Alassane Ouattara sera-t-il oui ou non candidat à sa propre succession en octobre prochain, après 15 années passées aux affaires? Le congrès du RHDP électif, c'est du 17 au 18 mai prochain, donc dans un peu plus d'1 mois à partir d'aujourd'hui. Soro Djabiga, est-ce que vous croyez que Ouattara, pour le RHDP, c'est Ouattara ou rien, comme au PDC, c'est Tcham ou rien, comme au PPAC, ils n'ont pas de Babou ou rien? Oui, au niveau du RHDP, les militants ne cessent de le répéter. Toutes les instances du parti le répètent. Les cadres ne font que appeler à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Mais à ce stade où nous sommes actuellement, il est impossible, il est difficile de dire si le président Ouattara va être candidat à sa propre institution ou pas. Parce qu'il faut le noter, ce monsieur, c'est quelqu'un qui est insondable. Impossible de savoir ce que Ouattara va faire à l'avance. Et c'est quelqu'un aussi qui maîtrise plusieurs manettes. Il maîtrise les manettes de la perspective. Il sait comment jouer avec les choses. Et nous, par exemple, au niveau de notre rédaction, on a fait un papier pour annoncer que, effectivement, le 7 août, à la faveur de son discours à la nation, il va annoncer sa position, comme ça a été le cas en 2020. Donc, actuellement, impossible de dire si, effectivement, M. Ouattara sera candidat ou pas. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments qu'il est en train d'observer d'abord pour pouvoir se prononcer. Parce qu'en 2025, la situation est un peu différente de 2020. Il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Il y a Laurent Gbagbo qui est là aujourd'hui, il y a Tidjane Thiam qui est là, et il y a plusieurs facteurs encore qui entourent, qui sont présents sur la scène politique. Donc, je pense qu'il est en train de considérer tous ces éléments-là avant de se prononcer. Alors, je rappelle que, justement, pour le second sujet relatif donc au retrait du PPAC et du PDC de la Commission électorale indépendante, on a recueilli l'avis de la présidente de l'URD, de l'Union pour la démocratie, Madame Danielle Boni-Claverie, l'Union républicaine pour la démocratie. Danielle Boni-Claverie qui a fait part de ses observations quant à la posture de cette parti à l'époque, enfin jusqu'à ce qu'elle se prononce, c'était plutôt le PPACI qui avait annoncé son retrait, le PDCI ce n'est que ce soir, donc il y a à peine quelques heures. Et voilà ce qu'elle en dit, elle donne sa position, elle a même produit une déclaration en cours de journée sur le sujet, mais on va l'écouter, justement ses observations, et on revient pour un bref commentaire là-dessus avant de poursuivre sur notre dernier sujet. L'URD vient de faire un communiqué pour saluer le geste du PPACI. En tant qu'opposition, nous avions bien sûr évoqué entre nous cette possibilité et nous sommes vraiment très heureux que le PPACI ait franchi le pas et que maintenant il va être suivi par le PDCI. C'est malheureux, mais il semble que ce soit le seul moyen, ça ne peut être que le seul moyen
pour nous faire entendre. Le gouvernement, le RHDP, reste sourd à nos revendications, à nos préoccupations. Nous n'avons pas confiance dans la CEI. C'est un constat. Et rien ne vient nous conforter dans son rôle d'arbitre. Aucun acte posé par la CEI ne vient nous conforter dans son rôle d'arbitre. C'est pour cela que je suis convaincu maintenant qu'il va falloir pour le gouvernement arriver à s'asseoir, à nous écouter, à parler en tant que responsable et à faire en sorte de trouver des solutions. Parce que le climat politique actuel est plus que délétère, il est même inquiétant avec tous ces propos tranchés, ces polémiques identitaires qui sont extrêmement dangereuses, nous le savons par expérience. Donc vraiment, je me réjouis de cet acte qui a été posé, qui est un acte fort, qu'ont posé le PPACI, que va poser incessamment le PDCI, et nous pensons qu'ainsi nous serons peut-être et enfin surtout entendus. Les craintes de la présidente de l'URD, qui est membre de la coalition pour une alternance pacifique, la CAPSI, dont fait également partie le PDCI RDA, mais dont ne fait pas partie du PPACI, Soro Djabiga, dans un contexte où éventuellement le président Ouattara venait à se présenter, est-ce que cela ne renforcerait pas les craintes de cette opposition-là qui pourrait se dire « mais les dés sont pipés, tout est déjà biaisé, alors pourquoi est-ce qu'on part ?» Oui, ça va pas, moi je ne parlais pas des craintes, ça va cristalliser les positions. Je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir apaiser la situation, le président Alassane Ouattara ferait mieux d'annoncer son retrait. Il a quand même pas mal de cadres aujourd'hui devant lui qui peut présenter à ces élections. Nous avons Pati Kachi, il y a Téné Biraïma, il y a Kandia Kamara, il y a Bictogo et il y a Touri Mamadou qui incarne la jeunesse. Mais vous demandez au président, enfin, vous ne demandez pas, vous, voilà, vous évoquez la possibilité voilà, pour le RHDP de miser sur le cheval de bataille, mais dans le même temps, l'opposition refuse de concéder sur ce point-là. Le PDCI s'accroche à la figure de Tcham, le PPACI à la figure de Laurent Gbagbo, et même le FPI qui refuse de laisser tomber la carte à Finguesson. Bon, vous savez, ce problème-là comporte plusieurs inconnus. Hein. Imaginez-vous un instant que le président Alassane Ouattara aujourd'hui décide de ne plus être candidat et il décide aussi d'invalider la candidature de ces champions-là, de ces différentes chapelles politiques. Ça va créer un tollé parce que ces personnes vont revendiquer leur droit d'être candidat. Alors que l'opposition a toujours dénoncé le troisième mandat du président Alassane Ouattara qui qualifie d'anticonstitutionnel. Vous voyez, la base même est déjà biaisée. Voilà pourquoi hier j'ai proposé que les gens partent à un contrat social. Bon, au-delà, à défaut du contrat social, il faudrait qu'on retourne tous sur la table pour pouvoir tomber d'accord sur des solutions pour pouvoir apaiser la situation et aller à des bonnes résolutions. Parce que le PDCI aujourd'hui, la candidature de étudiant Thiam au PDCI est non négociable. Ça, ils sont fermes là-dessus. Le PPACI, pareil. Et aujourd'hui, j'ai posé la question. Hein, donc au RHDP, la candidature de Ouattara peut être non négociable. Oui, il faudrait qu'il arrive à valider la candidature. Justement, j'ai posé la question aujourd'hui à un cadre du PPACI de savoir si le retrait des instances de la CEI ne veut pas dire qu'ils ne seront pas candidats à l'élection de 2025. Et sa réponse a été ferme. Ce monsieur m'a fait comprendre qu'il s'est retiré de la CEI, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pour ambition d'être candidat. Là, j'ai trouvé ça un peu ambigu, mais j'ai compris que leur retrait est justifié par le fait qu'ils n'ont pas confiance à l'instance qui organise les élections. Et peut-être qu'ils se retirent en espérant qu'ils retourneront sur la table des discussions pour pouvoir dissoudre l'institution ou bien insuffler des réformes pour pouvoir aller vraiment sur une base de confiance. Jean-Richard, le chef de l'État que nous avons actuellement, je ne parle pas du président Ouattara, disait, je pense en 2020, avant le scrutin présidentiel, ou peut-être même juste après, que s'il arrivait que ces deux principaux concurrents de l'époque, le président Henri Konan Bédié, qui est aujourd'hui décédé, et son successeur Laurent Gbagbo, venaient à accepter de prendre leur retraite, ils pourraient suivre leur exemple.
C'est-à-dire que si les trois grands acceptaient de se retirer j'en viens du champ politique. Là, finalement, aujourd'hui, il ne reste que Laurent Gbagbo. Est-ce que l'on peut imaginer, là, franchement, c'est une équation qui est difficile à maîtriser à l'heure actuelle, mais est-ce qu'on peut imaginer que pour éviter d'être candidat à nouveau, Alassane Ouattara se dise, bon, écoutez, on n'a pas de raison de céder sur le cas Gbagbo, on va peut-être laisser la chance donc à la nouvelle génération, comme il aimait bien le dire, hein, depuis très longtemps, pour elle aussi monter au créneau pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc c'est peut-être Cham, peut-être qui d'autre encore, Charles Blé Goudé, autres, mais Laurent Gbagbo, mais lui et moi, on part à la retraite. Vous savez, il nous sera très difficile d'être dans la tête du président Ouattara, mais vous savez, l'actualité évolue et vous savez, il y a tellement de changements. Et au regard de ce que le RHDP représente aujourd'hui, je pense que c'est un parti fort qui a les atouts, même sans le président Ouattara, pour garder le pouvoir. Au regard du bilan, c'est... Vous savez, le bilan du RHDP parle pour lui, quoi qu'on dise. Lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, il y a eu tellement d'évolutions depuis la crise post-électorale. Sur quel plan, de façon précise ? Sur le plan infrastructurel, sur le plan sécuritaire, au niveau du leadership même du président Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, il y a eu beaucoup d'évolutions. On peut par moment... Ce classement de si économiste, laissez-moi revoir mes chiffres. N'est pas la Côte d'Ivoire de 2025. La Côte d'Ivoire qui est classée 21e dans le monde. Non, pardon, en Afrique, en termes d'indice démocratique sur 50 pays. Le classement vient de The Economist Intelligence Unit, qui, sur une liste de 50 pays africains, la Côte d'Ivoire est classée 21e africain et 105e dans le monde, un classement qui ne fait pas honneur au pays. Mais au-delà de tous ces éléments, il est indéniable qu'il y a eu énormément d'évolution au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est indéniable. C'est vrai que beaucoup de choses restent à parfaire, beaucoup de choses restent à revoir. Les craintes de l'opposition sont, pour ma part, légitimes. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, le RHDP était parti fort. Le RHDP, depuis 2018, vous savez, en 2022, il y a eu une restructuration du parti. Et le parti, c'est un parti qui est aujourd'hui présent dans toute la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, c'est un parti qui fait peur avec son champion Alassane Ouattara. Et je sais que cette personnalité fait aussi peur à l'opposition. Et l'opposition aimerait ne pas voir Alassane Ouattara en 2025, ce qui lui donnerait beaucoup plus de chances de, pourquoi pas, être à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais pour le RHDP, on ne va pas aussi en vouloir au RHDP de vouloir le président Alassane Ouattara contre, comme le... Pour aller dans le sens du chef de l'État, la nouvelle génération de prendre ses responsabilités. Est-ce que, comme Soro Djabiga l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas d'autres figures beaucoup plus jeunes qu'on pourrait positionner et qui, pendant très longtemps, ont travaillé aux côtés de leur leader. Avoir encore de la force. Et sur le parti, sur le RHDP, estime, pour ma part, que c'est leur champion, autant le laisser candidater, mais ne pas empêcher aussi les autres d'être candidats aux élections. Les gars ne partagent pas forcément votre avis, hein. Ça se lit dans son regard. Mais moi, je trouve cela antidémocratique. Aucun candidat ne peut demander à ses autres adversaires d'invalider les candidatures ou de les retirer, à condition que lui-même se retire. Pourquoi? Laissez chacun exprimer sa volonté. Aujourd'hui, on appelle le problème de jusqu'au boutisme. C'est-à-dire, si chacun se dit, mais moi, je refuse de faire des concessions sur la personnalité que je veux présenter. Au Sénégal, c'est vrai, Jean-Richard l'a évoqué il y a quelques minutes, on a eu le cas Sonko, Faye Sonko, qui était le champion indécrottable du PASTEF. Et finalement, c'est Diomaye Faye qui l'a mis en avant, qui l'a soutenu par derrière et qui est aujourd'hui au palais présidentiel. Moi, je trouve que ce contexte du Sénégal est un peu différent de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faudrait que... vous savez, on n'a jamais connu une véritable alternance politique en Côte d'Ivoire depuis le décès du président fondateur Félix Houphouët-Boigny. Il faudrait qu'enfin nos acteurs apprennent à respecter la démocratie, qu'ils apprennent à respecter la constitution de notre pays. On ne va pas toujours partir de consensus en consensus alors que le pays est régi par des
les textes. Aujourd'hui, la candidature de Laurent Gbagbo, les débats ne cessent d'enfiler autour de la candidature de Laurent Gbagbo parce que le fond, d'abord, c'est sa condamnation à 20 ans de prison qui lui a ôté ses droits civiques et politiques. Il a été condamné pendant qu'il était à la CPI. Quand ses avocats essaient de le défendre, ils trouvent tous les arguments pour pouvoir prouver effectivement que cette condamnation n'a pas sa raison d'être et que la sanction qu'il subit aujourd'hui n'a pas sa raison d'être. De leur côté aussi, le RHDP aussi essaie de se défendre comme il peut avec le gouvernement pour pouvoir prouver qu'effectivement Laurent Gbagbo ne mérite pas d'être sur la liste électorale. Et tout ça, ça crée un problème et ça montre que nos acteurs politiques n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est cette force que vous avancez. Oui, mais c'est vrai. Quand on aime son pays, on ne le brûle pas, on ne crée pas les conditions pour pouvoir créer une crise. Ce qu'on vit aujourd'hui, ça fait peur. Soyons réalistes. Alors, moi, je vais justement vous amener au réalisme, à cet exercice-là que vous préconisez aux acteurs politiques. Qui devrait faire quoi pour démontrer son amour pour la Côte d'Ivoire dans le contexte que nous connaissons? Le président Alassane Ouattara doit prendre sur lui-même pour pouvoir réunir tous ses frères. Il a tendance à les appeler ses frères. Il appelle Laurent Gbagbo son frère, Thiam aussi. Il faudrait qu'il les réunisse pour qu'ils puissent tomber d'accord sur une solution, sur une formule qui va nous apaiser. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrangerait? Le président Alassane pourrait devenir candidat en 2025 et laisser aussi Thiam être candidat et laisser aussi Laurent Gbagbo être candidat. Et celui qui est le meilleur gagne, c'est tout. Qu'est-ce qu'en pense André Abi? Il y a un confrère que vous connaissez certainement, qui a également déjà intervenu dans notre émission, André Abi, qui est aussi journaliste et qui s'est prononcé sur ce sujet. Lui aussi donne son point de vue sur la candidature de M. Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Et voilà ce qu'ils ont dit. Alors, je pense très humblement, à l'heure actuelle, qu'on se dirige tout simplement vers une validation, n'est-ce pas, de la candidature du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, par CPR. Oui, bien vrai qu'il a laissé planer un doute, hein, c'est sûr, au niveau donc de sa possible participation ou pas à cette élection-là, mais force est de constater que, vu l'enjeu politique, extrêmement politique, je dirais, de cette élection, qui, ma foi, pour cette année 2025, revêt une couleur assez différente des autres années électives, hein, comme ça a pu être le cas en 2020, ou en 2015, ou on peut le dire aussi, le RHDP s'est largement baladé sur le volet en 2020, pratiquement, et ensuite en 2015, il n'y avait pratiquement pas eu d'opposition. Vu donc la redynamisation du jeu politique actuel, avec notamment de nouvelles forces en présence, bien sûr, on va dire cristallisé par la candidature ou pas de Tidiane Thiam. Donc, vu l'enjeu que revêt cette politique aujourd'hui, hein, ce jeu politique, je pense que pour la pérennisation du système RHDP, du système donc, du pouvoir en place, pour continuer effectivement les travaux déjà entamés par cette formation politique, je pense que de façon assez éclairée, il serait unanime, bien sûr, de porter leur voix, on va dire, au président donc, du parti actuel, donc le président également de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Alors, je le dis parce que c'est clairement ce qui se dégage, d'accord? Je pense que l'enjeu va dicter certainement le jeu de cette formation politique du RHDP, mais ça n'exclut pas effectivement qu'il pourrait avoir, pourquoi pas, en cas de désistement, ce que je ne croirais pas vraiment possible, hein, du chef de l'État, d'autres figures qui pourraient également prendre le relais. Parce qu'on a été bien conscient, on a pu bien le lire aussi, hein, quand le chef de l'État avait avait fait planer effectivement un doute, hein, sur sa participation ou pas, surtout sa non-participation à l'élection présidentielle de 2025. Je pense que l'opposition s'est vite précipitée pour montrer effectivement que le parti au pouvoir en place ne devrait pas, on va dire, n'avait pas de munitions, voilà, pour pouvoir effectivement présenter un autre candidat autre que le président Ouattara. Et ils ont vite répondu pour dire qu'il y a des forces en présence, il y a effectivement des hommes capables, que c'est un parti effectivement de représentants avec, je veux dire, forte potentialité pour justement prendre le relais au cas où le président actuel désisterait. Donc, je pense que si éventuellement on arrivait à un désistement du président de la République, quelques figures se dégagent justement pour pouvoir donc briguer, on va dire, être le candidat tout simplement des prochaines élections à venir sous la manière dont du... Jean Houchard, quel commentaire des propos d'André Abi? Vous savez,
Le président... En 1 minute. Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, pour ma part, on ne va pas être dans la fiction politique, mais je crois à 100% qu'il sera le candidat du RHDP. Au regard de... Malgré sa volonté de passer le relais à la jeune génération. Oui, cette volonté qu'il a depuis 2020. Je pense qu'il sera le candidat. S'il éventuellement... Dans ses plans, il ne devait pas être le candidat. Je pense qu'un dauphin aurait été préparé depuis bien longtemps et il aurait été positionné au devant de la scène. Mais fort malheureusement, depuis des mois, aucune figure ne se dégage véritablement du RHDP et tout porte à croire au regard des enjeux de 2025 avec la présence des partis de l'opposition, notamment du PPACI qui connaît une certaine revitalité, au regard de l'engouement du côté du PDCI-RDA. Je pense que le RHDP va miser sur un cheval qui forcément, qui au soir de octobre 2025 lui permettra de rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le congrès de mai prochain peut nous réserver des surprises? Non, il n'y aura pas de surprise. C'est vrai que j'ai dit qu'aujourd'hui... 60-50. Oui, c'est vrai que j'ai dit aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est insondable. Mais les cadres du RHDP nous montrent de jour en jour qu'il n'y a que le président Alassane Ouattara qui sera le candidat. On a entendu Adjoumani dire, quand il a été interrogé sur ses velléités présidentielles, il a dit que de par sa position, il ne rêve même pas à être président et que les cadres du RHDP qui rêvent à être président, c'est dans les chambres avec leurs femmes. Donc, il pense que... bis. Pourquoi pas? Il ne faut pas souhaiter ça à quelqu'un du RHDP. Non, je veux dire Namadou Koulibaly qu'on peut préparer. Je veux dire un dauphin putatif qui est pour le moment dans l'ombre. Non, le président Alassane Ouattara ne voit pas les choses comme ça. Selon moi, je pense qu'il sera candidat. Sauf surprise, quoi. Sinon, je pense que le président Ouattara sera candidat à sa propre succession. Très bien, mais merci encore d'avoir été là, Soro Djabiga et Jean-Richard Nguessan. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce numéro de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. C'est la fin de la semaine, on va se dire au revoir tout en vous souhaitant un excellent week-end et on se retrouve ici, même heure, le lundi prochain pour encore décrypter l'actualité sous tous ses angles. Au revoir.